Vendredi 19 janvier, l'avatar de Mark Zuckerberg l'a répété. Son réseau social serait celui de l'amitié. Pendant ce temps-là, la France prenait l'eau, Steven Spielberg nous alertait sur les lanceurs d'alerte et Emmanuel Macron tentait de son côté de relancer l'Europe. Mais le fondateur et PDG de Facebook, lui, l'ami numéro 1, entendait bien le rester. Malgré les erreurs passées, les infos ratées et un réseau divisé, Facebook, il allait réparer. Le monde, il allait rassembler. Son costume de super-héros, un t-shirt, gris, manches courtes, et puis un simple jean, brut, coupe droite, et des baskets. À chaque apparition, en conférence ou dans sa cuisine, photo officielle ou photo volée, Mark Zuckerberg affiche sa normalité. Et quand on zoome, c'est toujours le même instantané. Celui d'un milliardaire, mais sans en avoir l'air, d'un mec sympa. Une photo de profil type, d'un type normal et même banal, d'un stéréotype. Coupe courte et jeunesse éternelle, dents blanches et les yeux pétillants. Mais pourquoi ce sourire ? En coin, aux lèvres et à pleines dents, pourquoi Mark Zuckerberg nous donne-t-il l'impression, au fond, de rire ? Et de qui ? Et à quoi ? Est-il le maléfique qui se joue de nous, ou est-ce la bêtise qui joue avec lui ? Car la dernière fois que j'ai vu ça, ce n'était évidemment pas Mona Lisa, ni le Joker de Batman. Non, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était en bas de chez moi, dans un bac, des DVD et au milieu, le film de Paul Lény, L'homme qui rit. Et ça tombait bien, car la dernière fois que j'avais lu ça, c'était Victor Hugo lui-même. Quand elle a épuisé les détresses, les dénûments, les orages, les rugissements, les catastrophes, les agonies, sur un homme resté debout, la fatalité se met à sourire. Et l'homme, brusquement devenu ivre, trébuche. Le sourire de la fatalité. S'imagine-t-on rien de plus terrible ? Ami ou pas, la prochaine fois pensez-y. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Comme l'a dit Laurence, merci d'avoir bravé le froid et la neige pour ce 5e numéro de décryptage. Alors, de la neige aussi, comme l'a dit Laurence, on va en voir, puisqu'après les premiers thèmes qu'on a vus en décryptage, la révolution, l'écrivain, le pouvoir, les nouveaux humains, place à un nouveau thème aujourd'hui. C'est un thème d'actualité, le sport, alors que l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud aura lieu ce vendredi 9 février. Et place aussi à mes deux invités que je vous présente tout de suite. Jean-Michel Peter à ma droite, sociologue et anthropologue. On vous doit plusieurs travaux sur le sport et ses représentations. Bienvenue à vous. Gentil. Et bienvenue à vous aussi, Cédric Clapiche. Vous êtes réalisateur, vous avez réalisé une douzaine de films. Votre dernier est sorti en 2017, c'était Ce qui nous lie. Mais on vous doit aussi 3 documentaires sur 2 grands sportifs. Un documentaire sur Aurélie Dupont, L'espace d'un instant, qui est sorti en 2010. Et 2 documentaires sur Renaud Lavillenie, L'élévation et Jusqu'au bout du haut.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une question pour vous deux. En préparant ce rendez-vous de décryptage, je me suis rendu compte que je n'étais pas spécialement passionnée de sport, pas spécialement sportive, mais que néanmoins, quand on regarde du sport, alors on a quand même dû faire un choix, on a dû restreindre notre champ. On n'aura pas tous les sports, on n'aura pas de foot, on n'aura pas de tennis. Mais en regardant les images que vous m'avez envoyées et en travaillant, je me suis rendu compte que j'étais à chaque fois scotchée. Ah, est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce qu'il va gagner ? Est-ce qu'il va battre son record ? Pourquoi, selon vous, le sport nous scotche-t-il comme ça à l'écran ? Qui veut se lancer dans cette... Cédric Lapiche. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté métaphore humaine dans le sport. C'est-à-dire que quel que soit le sport, que ce soit le foot, l'athlétisme, la boxe, il y a une image de ce que peut faire l'homme. Donc j'ai l'impression que quand on est, comme ce que vous racontiez, scotché, en suspense, parce qu'on veut voir qui va gagner, est-ce qu'il va sauter aussi haut, est-ce qu'ils vont gagner le match, est-ce qu'il va... dans un match de boxe, c'est vraiment très visible, quoi, le côté suspense. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une métaphore du combat qu'est la vie, où il faut arriver à passer des épreuves. Et du coup, je pense que tout sportif le sait. C'est-à-dire que quand on va exercer son sport, c'est un peu justement à côté de la vie, où on fait quelque chose qui représente plein de choses pour soi-même. Et puis quand on regarde du sport, quel que soit ce que c'est, parce qu'on voit à quel point il y a quelque chose de très addictif dans le sport, c'est-à-dire que les matchs de foot, les Jeux Olympiques, c'est parmi les plus gros spectacles suivis par les gens à la télé, donc il y a quelque chose qui est très addictif, ça demande à voir. Jean-Michel Péter. Oui, je pense qu'il y a tout ce qui est l'essence même du sport, je pense qu'il y a de la passion, déjà pour ceux qui sont les athlètes, il y a de l'émotion, et effectivement, par rapport à ça, puis dernier ingrédient aussi qui marche, c'est l'incertitude. Et c'est vrai que pour la mise en scène télévisuelle ou même les débuts des reportages photos dans les journaux, c'était donc du coup de jouer là-dessus, de mettre en scène cette espèce d'incertitude du résultat. Va-t-il gagner l'étape ? Va-t-il gagner ? Ça, je fais référence à la création du Tour de France en 1903. C'était un journal qui marchait pas bien. Donc, cette idée géniale de faire un reportage avec des photos, des commentaires, des étapes, et ainsi de suite, et d'essayer de tenir en haleine le spectateur, ça a été quelque chose de très puissant. Et je pense que par rapport à ça, ça c'est des aspects inhérents au sport, et qu'en même temps, comme c'est une journée sur l'image, il est clair que le sport, ce qu'il est devenu aujourd'hui, en termes de retransmission, même certaines personnes disent qu'il y en a un peu trop de sport, avec toutes les chaînes cryptées, et ainsi de suite, on voit bien qu'il y a un succès, par rapport à ça, il est clair qu'il y a un triptyque entre l'émotion, la mise en scène, l'image et le sport. Et les trois c'est une espèce d'alchimie, et le sport ne serait pas ce phénomène planétaire aujourd'hui, médiatique, télévisuel, s'il n'y avait pas ces différents aspects. Et on va peut-être le voir au cours aussi de voir que la technologie, l'évolution de l'image, la manière de le mettre en scène, d'apporter même des éléments qui n'étaient pas au départ, ont contribué aussi à ce succès. Alors on va voir un extrait tout de suite, un extrait. Vous allez nous en raconter la jeunesse, Cédric Lapiche. C'est l'extrait numéro 1. C'est un film fait avec votre iPhone. Un court film fait avec votre iPhone. C'est l'extrait numéro 1.
c'est pas mal le ralenti avec juste le quart de seconde à la fin où tout s'accélère. On retrouve exactement un des traits que vous avez décrit, Jean-Michel Peter, dans ce petit film, finalement. C'est l'incertitude. C'est-à-dire qu'on voit courir Renaud Lavillenie, on voit le faire s'effouler, et moi, j'avais l'impression qu'il allait tomber. Et puis finalement, en fait, il s'envole. Ouais, alors c'est drôle parce que c'est pendant qu'on faisait le tournage sur le documentaire que j'ai fait sur lui. Et c'était le début des iPhones avec la fonction ralenti, donc j'ai essayé en fait le ralenti. Et en fait, je trouvais que c'était incroyable ce qui s'était passé parce qu'en plus, à l'époque, il était très en forme et la barre est à 5,85. Donc c'est presque une barre de fin de concours de là aux Jeux Olympiques. Ils étaient autour de ça, autour de 6 mètres en tout cas. Donc c'est vraiment très haut quoi, ce qui franchit. Et donc là, quand on l'a fait cette journée de tournage, c'était que pour nous et où il l'a franchi, je ne sais pas, 40 fois. Quoi. Donc quand j'y repense maintenant, je me rends compte que c'était une journée un peu dingue qu'il puisse franchir une quarantaine de fois 5,85. Et là, quand on voit ce mouvement justement au ralenti, on décompose à la fois la course, où il y a une accélération constante jusqu'au moment de l'impact dans le butoir, et où il fait plier sa perche, et puis ça l'élève. C'est un sport qui est très particulier parce qu'il y a ce rapport entre la course et le saut. Et voilà, comme vous dites, il s'envole, quoi. Ouais. Exactement, il s'envole. Et on est complètement à contre-courant avec ce film, il me semble, justement, de tout ce qu'on peut voir en termes d'images à la télévision. Là, on est vraiment dans une sorte de capture du mouvement pur, alors que quand on va regarder du sport, on est plutôt dans la captation d'un record, d'une performance. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, par exemple, dans cette image, Jean-Michel Peter? J'ai vu que vous faisiez... c'est 6 mètres, mais vous vous rendez compte, c'est la hauteur du plafond, peut-être même plus haut. Moi, je trouve que la télévision devrait vous embaucher. Parce que... Non, attendez, je ne sais pas si vous avez regardé des images de saut à la perche à la télévision. Non, moi, j'étais scotché par le final. Quand il est projeté par la perche, vous avez raison, là, on est scotché par ça. Et en même temps, quand il se sert de l'élasticité de la perche, et il y a un rendu, et là, on voit bien qu'il y a plus d'1 mètre, ou 1,50 m supplémentaire. Parce que la perche en elle-même, elle fait combien? 4 mètres. Elle est en dessous, en tout cas, 4 mètres. Et donc, on voit que là, on sent bien quelle est l'élasticité, le rendu de la perche qui lui permet de franchir. Et en même temps, ce qui est bluffant, c'est qu'on a l'impression que c'est facile, comme vous le disiez tout de suite, alors que c'est vraiment pas facile. Et là, il y a un rendu, parce que le problème aussi de filmer l'acte sportif et certains aspects, c'est de rendre ce côté vertigineux. Et là, je trouve, alors ce qui est encore plus dingue, avec simplement un portable, donc tout le monde peut s'y mettre, vous rendez ça... Alors encore faut-il avoir un ami athlète à filmer. Et là, on le voit bien, cette dernière phase qu'on ne voit pas toujours à la télévision. Parce qu'il y a certains, c'est ça qui doit être frustrant au sein d'un athlète, le rendu n'est pas encore parfait, malgré toute la technologie qu'ils mettent en place. Le nombre de caméras, les ralentis, les loupes. Et alors là, je trouve que cette dernière... Moi, j'ai été scotché par cette fin, là, quand il est projeté par la perche qu'il va franchir. Mais qu'est-ce qui fait que le mouvement, là, est parfaitement saisi? Est-ce que c'est le mouvement qui est déjà parfait? Est-ce que c'est justement qu'on vise à ne pas complètement saisir le mouvement dans toute sa décomposition à partir de... Je pense à toutes les statistiques, tous les commentaires journalistiques qu'on entend souvent sur l'image et qui nous empêchent finalement de regarder la totalité du mouvement. Qu'est-ce qui fait que là, le mouvement, il est parfait pour nous? Je l'ai vu en fait en ayant fait un autre documentaire sur la danse et sur des danseurs, c'est que Renaud Lavillenie, tous les jours, il fait ça. Il refait ce même geste. Enfin, c'est pas un geste, c'est plein de gestes, c'est une association de gestes. Mais il fait ce mouvement de façon à ce que ce soit le plus pur possible, ce soit le plus réussi possible. Et donc, il y a une association entre la course, qui doit être faite d'une certaine façon, le présenté de la perche, puis ensuite ce qui se passe effectivement en l'air, où le mouvement n'est pas fini, quoi. Et ça, c'est incroyable. C'est un côté moine zen, quoi. C'est-à-dire qu'il faut refaire encore et encore le même geste de façon à ce qu'il y ait une perfection. Et c'est incroyable d'occuper sa vie à faire cette répétition. C'est vrai pour les sauteurs en hauteur, c'est vrai pour les sauteurs en longueur. Enfin, il y a beaucoup de sports où il y a un geste
qu'on essaye de rendre le plus parfait possible. Quand on fait de la danse, je sais que quand je filmais Aurélie Dupont qui faisait les fouettés du lac des Cygnes, il y a pareil, c'est des semaines entières pour arriver à réussir 1 minute et demie d'un truc qui est hors norme en termes physiques, quoi. Alors on va voir s'afficher les images 1. Ce sont des images que vous avez proposées, Jean-Michel Peter. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre documentaire, Cédric Lapiche, jusqu'au bout du haut, on voit qu'avant une compétition, Renaud Lavillenie se fait masser par son coach, son kiné, et regarde des mouvements, visualise des mouvements. C'est-à-dire qu'il a besoin de visualiser lui-même des mouvements qu'il sait déjà faire, mais il a besoin de les regarder. Et c'est ce qu'on voit dans toutes ces techniques aussi d'image, que le mouvement, avant de se faire, il s'imagine et il se reproduit et se décompose. Oui, alors j'ai proposé ces images pour montrer ce que je disais tout à l'heure en préambule, que l'histoire du sport et l'histoire de la capture de l'image sont intimement liées. Et donc les premières images, en même temps on voit l'évolution qui est toute sur la bande du haut. C'est-à-dire c'est les premières images qui ont été faites par Marais en 1880 avec les... Alors, vous vous rendez compte, c'était un procédé photographique avec du bromure, enfin c'était assez compliqué, mais ils arrivaient à restituer avec un canon photographique de l'image par image, séquencer dans son laboratoire du Parc des Princes cette image. Et petit à petit, avec le numérique, on en arrive à l'évolution de cette image, de cette capture de l'image du sportif, même si là, si c'est la marche des marcheurs, ça pourrait être la course à pied, aux images de synthèse. Et donc, en même temps, montrer le côté fabuleux, c'est-à-dire que Marais, on le voyait avec le marcheur et avec ses techniques, et en même temps, il mettait des athlètes de Joinville avec des petites bandes fluorescentes, il mettait sur fond noir, et avec de l'image par image, ils arrivaient à restituer le mouvement. Mais il est clair qu'aujourd'hui, et notamment pour les athlètes qui arrivent à un degré de perfection et dans l'analyse de l'image, le numérique permet de faire du 400 images secondes, de faire du décryptage. Et effectivement, je pense que vous avez assisté aussi à ce travail de Lavillenie, il retravaille aussi, il fait l'analyse de l'image par image, il essaie de faire un travail mental à partir de l'image pour arriver, avec la répétition, à cette fluidité et à la recherche du mouvement parfait, d'optimisation parfaite pour atteindre ces 6,12 mètres. Et on voit bien que l'image fait partie de cette histoire. Et donc Marais, qui était 1880, mais c'était encore des procédés imparfaits, avec, bon, même si l'argentique a son charme, avec son grain. Et aujourd'hui, on a le numérique, on est capable de faire pas mal de choses, notamment pour décrypter l'image. Et comme on était sur les Jeux d'hiver, de montrer ces skieurs de bosse, donc de faire de l'image par image et d'essayer de décrypter leur mouvement. Qui en même temps, aujourd'hui, d'ailleurs, comme ça va aussi très vite, et pour départager comme ils se valent tous, est aussi un outil pour maintenant aussi les arbitres, pour noter les figures. Et ils ont des petites vidéos qui leur permettent aussi de revoir derrière. Et on voit bien que l'image et la précision fait partie de cette histoire. Et c'est une histoire qui est fabuleuse de l'image. Donc avec la photographie, 1850, mais on ne l'a pas utilisé, mais Marais l'avait utilisé pour analyser le mouvement, pour rechercher la perfection. Et aujourd'hui, comment avec la technologie, et même les athlètes l'utilisent pour améliorer encore leur compréhension du mouvement. Et donc on voit bien que ce qu'on appelle motion capture, aujourd'hui, du numérique, fait partie aussi, pour le sportif, d'une analyse très très poussée du geste à réaliser. Alors je vais faire un petit peu ma réac. Pourquoi vouloir à tout prix atteindre ce geste parfait? C'est-à-dire que cette décomposition-là, elle empêche aussi d'avoir un mouvement beaucoup plus global, une sorte de vue d'ensemble. C'est-à-dire que c'est complètement décontextualisé finalement de voir des corps comme ça. Le geste est décomposé, le geste est sûrement parfait. Encore faut-il savoir de quel point de vue, puisque les records sont toujours, semble-t-il, on peut toujours les battre, les repousser. Mais finalement, où est encore la beauté du geste et du mouvement dans ce mouvement décomposé? Finalement, on arrive même à une contre-idée du mouvement. Il n'y a rien de fluide ni de continu, là. C'est quelque chose de décomposé et d'un peu figé. Non, mais en même temps, alors d'abord, et c'est vrai que vous avez raison d'insister sur la recherche de performance, l'optimisation du mouvement. Et que ça fait partie aussi du succès médiatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, s'il y a un record du monde, si on dépasse encore, ça fait partie aussi
pour tenir en haleine les spectateurs. C'est quand même aussi un des aspects. Mais en même temps, je pense que c'est un tout. Parce qu'on a vu dans l'extrait tout à l'heure de La Villénie, le ralenti a permis de mettre en évidence, moi alors qu'on l'aurait eu en vitesse réelle, j'aurais peut-être pas été perçu la même chose. Et après, de l'image par image, c'est vrai que alors là, ça c'est pas glamour, hein, d'image par image, c'est des vieux systèmes qu'on utilise dans le sport, qu'on appelle des kinogrammes, mais qui permettent de détailler. Alors, c'est vrai que ça enlève un peu de poésie, mais en même temps, on peut avoir de la poésie avec du ralenti quand même, donc c'est pas incompatible. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette recherche du mouvement parfait et qu'on devrait essayer de rendre aussi, mais en même temps, vous êtes quand même réalisateur, donc vous devez aussi penser au fait qu'il y a une certaine esthétique à avoir dans ce geste-là et que parfois, à force de le décomposer, on arrive peut-être à quelque chose de vain ou de répétitif ou de rébarbatif pour un spectateur. Oui, en même temps, là, le travail de Étienne Jules Marais avec la chronophotographie, c'est vraiment particulier. C'est presque un travail médical de décomposition. Après, quand on filme du sport, on essaye de retranscrire la fluidité du sport. On n'est pas dans ce travail photographique d'analyse. Donc, je sais que les sportifs aujourd'hui utilisent beaucoup ça pour analyser et pour travailler leur performance. Mais le travail du réalisateur qui va filmer un événement, moi, quand je fais le documentaire sur Renaud Lavillenie ou quand les gens se posent la question de comment mettre en scène Roland Garros ou un match de boxe ou un match de foot, où il y a des vraies questions de mise en scène, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse en tant que réalisateur, c'est que je vous raconterai peut-être pourquoi ça m'intéresse, mais j'ai de loin participé à la cérémonie d'ouverture de 92 à Albertville. Donc à l'époque, j'ai vu à quel point le sport avait besoin de mise en scène. Et quand on filme des événements sportifs, il y a besoin de réfléchir à où on met la caméra. Est-ce qu'on fait un seul plan? Est-ce qu'on fait plusieurs plans faits par plusieurs caméras? C'est des questions de mise en scène, de savoir s'il faut filmer par en dessous, par au-dessus, s'il faut un travelling ou pas. Ça pose plein de questions de mise en scène. Alors vous allez nous en dire plus, mais on va tout de suite regarder un extrait. C'est l'extrait 3. Vous allez voir, là, on ne se posait pas trop la question de où on pose la caméra. L'Autrichien Schranz ayant été disqualifié, Killy enlève la victoire, rééditant l'exploit réalisé 12 ans plus tôt à Cortina par Tony Sellet. Sa 3e médaille d'or, Jean-Claude Killy l'a reçue en présence du Premier ministre. Les Jeux de Grenoble sont terminés, la 11e Olympiade commence. Bon, j'ai été un petit peu mauvaise langue. En fait, il y a quand même du ralenti dans ces images. Mais moi, ce qui m'a frappée et que je trouve assez poétique pour le coup, c'est que la neige empêche de saisir le mouvement vraiment de Jean-Claude Killy. On se demande même si c'est Jean-Claude Killy qu'on voit. On ne sait pas vraiment. Et il y a toute une sorte d'incertitude. Et la précision de l'image permet à l'imagination finalement d'être beaucoup plus déployée que quand on a des images très décomposées. Très nette, vous voulez dire ou... Très nette, et puis très précise, très nette. Non, c'est sûr. Là, ce qui était intéressant dans cet exemple-là, c'est ça, c'est le slalom, mais il y a une image qui est encore plus marquante, qui est quand il fait la descente, où je crois que c'est filmé par un hélicoptère, et où il y a un plan séquence, en fait. Et je crois que c'était Claude Lelouch qui s'était occupé de la mise en scène de ça. Et il y avait un côté nouvelle vague dans la façon de filmer le sport. C'était vraiment la première fois où il y avait une autre façon de filmer, en tout cas une descente de ski. Et c'est quelque chose que moi j'avais observé à l'époque justement d'Albertville. C'est qu'en regardant les archives, j'avais regardé beaucoup d'archives des Jeux Olympiques d'hiver,
que en fait, chaque pays et chaque époque fabrique une façon de filmer, et qu'on a l'impression qu'un slalom géant, faut toujours le filmer de la même façon. Non, en fait, il y a vraiment des façons de filmer. Et quand on voit ça filmé par les Japonais ou filmé par des Américains, il y aura vraiment un langage différent à chaque fois. Donc là, comme vous dites, une époque s'imprime aussi par la technique, c'est-à-dire que là, c'est filmé en 16 mm en film, donc c'est avant que ce soit filmé en vidéo. Quand vous regardez, je sais pas, les Jeux Olympiques, il y avait des Jeux Olympiques atroces, c'était en Canada, je me rappelle plus où c'était, où il y avait un côté très clinique de la vidéo, avec un éclairage. Vous avez l'impression que c'était bien de filmer avec beaucoup de lumière, et c'était atroce à regarder. Il y avait le côté très très non poétique, disons. Donc, suivant la façon de filmer, effectivement, on rajoute du rêve ou de la surréalité. Et alors, quelle question vous êtes posée? Vous aviez dit tout à l'heure, Cédric Lapiche, il y a toujours des questions de mise en scène qui se posent par rapport au sport, apparemment en fonction de la technique, en fonction du pays, en fonction peut-être de l'événement et de l'importance de l'épreuve, en fonction aussi d'une époque et de ce qu'on attend du sport et de ce que cet événement peut représenter. Vous, par exemple, vous vous posez quelles questions quand vous mettez en scène, quand vous filmez un sportif? Ça part évidemment de quel sport on filme. Il y a eu un film qui a été fait sur Teddy Riner, j'avais parlé avec le réalisateur, où il se posait des questions de comment filmer le judo. Et forcément, moi, par rapport au saut à la perche, le saut à la perche, ce qui est compliqué, c'est que quelqu'un court très vite, sur 30 mètres, on va dire, va de plus en plus vite, s'arrête d'un coup et part en l'air. Donc ça pose des questions de comment filmer tout ça, parce que là, nous, dans le film, on a filmé avec des drones en essayant de suivre le mouvement, mais c'est très compliqué d'arriver à avoir une espèce de synchronicité entre la course et le drone, de pouvoir associer le mouvement latéral avec un mouvement d'ascension. Donc c'est ces questions-là qu'on se pose quand on filme. C'est-à-dire que si j'avais filmé du saut en hauteur, ce n'était pas les mêmes questions. Si j'avais filmé du tennis, ce ne serait pas la même chose. Il y a des questions de base de mise en scène. Quand on filme du foot, par exemple, on sait que toutes les caméras sont d'un côté du stade. Ce n'est pas des choses que les gens savent, mais c'est vrai que pour qu'on sache qui est à gauche et qui est à droite, il faut que les caméras soient d'un seul côté du stade. On ne met pas des caméras des deux côtés. Donc c'est des questions de mise en scène, en fait, ça. Bon, cela étant, là, c'est des images un peu historiques. Jean-Michel Péter. 68, il y a 50 ans. Double regard d'historien un peu et de jeunes spectateurs. Parce qu'à l'époque, j'avais 13 ans. J'avais eu de la chance, j'avais attrapé une grippe. Donc j'ai pu suivre des jeux à travers la télé, parce que c'était vraiment l'événement. Il faut remettre ça à l'époque. Pour De Gaulle, c'était l'apothéose de sa politique sportive. Il voulait ces jeux, les jeux de Grenoble, pour lui, c'était... Alors ils avaient mis des moyens, c'est vrai, de l'ORTF de l'époque, mais pas autant qu'aujourd'hui quand même. Et il faut reconnaître, pour le ski, aujourd'hui, on proposerait des images comme ça, personne ne regarde. Il y a eu une sophistication dans justement les loupes, les ralentis, les moyens mis en œuvre, où maintenant on a même des temps de passage. Est-ce qu'il y a un dixième? On veut remettre de l'incertitude. Il y a un peu un storytelling qui est inscrit même dans le déroulé, alors qu'on ne l'avait pas. Pour vous dire, moi je me rappelle l'arrivée de descente. Il y a 8 centièmes qui séparent Périlla et Killy. Pendant un certain temps, ils ne savent pas 8 centièmes, c'est rien du tout. Ils arrivent les deux dans le brouillard. On met un certain temps pour savoir que c'est Killy qui est quand même médaille d'or. Alors qu'aujourd'hui, tout est en instantané, c'est l'électronique, il y a l'image, c'est pas possible. Mais en même temps, c'est 1968. Et puis, c'est tout aussi... Et puis, en même temps, ce qui est assez amusant, mais on verra dans l'image d'après, c'est faut voir la sophistication des vêtements, même des skis eux-mêmes. On peut voir là, il est en chandail. On peut voir l'image d'eux tout de suite, comme ça, s'afficher. Comme ça, vous pouvez avoir le support pour vous exprimer sur cette question, Jean-Michel Péter. Et là, effectivement... c'est un autre skieur qui était juste avant Jean-Claude Killy, qui était Jean Vuarnet, qui est champion du monde de ski en 1960, sur l'image de gauche, qui, à l'inverse de Grenoble, il y avait moins de brouillard et de nuages, donc elle est nette, la photo, ce qui n'était pas évident. Mais déjà, à l'époque, cette photo de Jean Vuarnet est absolument, pour un technicien du sport, elle est étonnante. Parce que si Jean Vuarnet arrive à gagner ses médailles, il faut savoir que c'est le premier à utiliser des skis métalliques. Donc, ce qui permet d'avoir des quarts, ce
qui lui permet, ça se voit sur la photo, déjà des prises qui sont intéressantes dans la neige et de prendre des risques. Cela étant, on pouvait remarquer aussi dans l'image, comme quoi il faut aussi apprendre à décrypter l'image, c'est des poteaux en bois. Et donc il n'est pas fou, il prend un certain écart avec le poteau. Cela étant, elle est amusante. On retrouve l'image de tout à l'heure où il est en chandail, et ça fait très amateur, et il n'a aucune protection. Alors qu'on retrouve... Oui, il a un bonnet en plus. Et un bonnet. Oui. Et 50 ans après, on retrouve Pinturo, en espérant qu'il arrive à réussir ses jeux très prochainement, où là on voit que la technologie a changé. D'abord, les skis, c'est encore plus fabuleux, avec les nouveaux matériaux composites. Donc ça permet de prendre des risques. On voit là les 2 skis qui décollent, ce qui donne encore, en plus pour le cinéaste, des images encore plus fabuleuses. Ils peuvent aller plus vite, il y a des images plus spectaculaires. Et vous pouvez remarquer qu'en même temps, il peut se permettre, en même temps il est équipé, et les piquets de ski, ils sont articulés. Donc on peut se permettre de l'attaquer avec l'épaule et d'aller carrément dedans. D'ailleurs, c'est le cas là. Il a complètement plié. On dirait qu'il est même allongé par terre. Ouais, il est même complètement plié sur le piquet. Et donc ce qui rend encore plus spectaculaire l'image. Quand on dit que l'image sportive a aussi la manière dont on va le prendre avec des zooms, des loupes, on arrive à avoir aussi des images beaucoup plus spectaculaires. Donc, à la limite, entre parenthèses, plus vendeur. Mais qu'est-ce qui est spectaculaire? Est-ce que c'est le mouvement, la performance en tant que telle, ou est-ce que c'est aussi cette manière, cette possibilité de filmer ce mouvement? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de communauté, une identification entre le spectacle qu'est cette performance et le sport. En fait, où est le spectacle? Dans l'image ou dans le sportif lui-même? Cette question, elle se pose. Il y a vraiment une communauté entre les deux. Oui, puis de plus en plus, il y a des sports où il y a besoin d'avoir une technicité qui évolue. L'escrime, par exemple, là, avant, moi j'ai toujours regardé l'escrime, on ne comprenait rien à ce qui se passait. Enfin, quand on ne fait pas d'escrime, qui a touché, tout ça, on ne voit pas, quoi. Là, il y a effectivement des gros plans très serrés. Il y a un appareillage électronique qui nous dit, voilà, il a touché, c'est celui qui est à gauche qui a touché l'autre. Donc, on est obligé d'accompagner l'événement dont on parle d'appareillage, quoi. Mais c'est vrai que là, sur les skis, c'est vraiment étonnant, parce qu'effectivement, avant, c'était en bois, puis c'est devenu en métal, puis en fibre de verre. C'est-à-dire que le sport change avec des technologies du sport, et puis le sport change avec la façon de filmer, parce que la technologie change aussi derrière la caméra, quoi. Ouais, moi, je disais les deux. Donc, du coup, la technologie permet des images encore plus spectaculaires, parce qu'ils vont beaucoup plus vite. Il faut voir les vitesses qu'ils peuvent atteindre, notamment en descente. Des fois avec les accidents tragiques, parce qu'ils sont lancés à plus de 150 à l'heure, et avec des sauts sur des bosses qui sont absolument... Alors c'est vrai que quand vous êtes en dessous, et la caméra, ils sont pas fous, hein, ils prennent les 1 ou 2 bosses où ça va vraiment décoller, et ils vont proposer quelques vues où on voit le skieur qui... c'est un saut absolument prodigieux, comme on voyait avec la Villeneuve tout à l'heure. Et ça, c'est permis grâce aux matériaux. S'il n'y avait pas ces évolutions, on n'aurait pas ce côté encore plus spectaculaire dans la recherche de performance. Et en même temps, comme la technologie de la prise d'image est encore améliorée, on peut faire d'image par image, on peut faire des ralentis, on peut même à un moment donné comparer 2 skieurs. Des fois, il y a des réalisateurs qui s'amusent à le faire, où on voit le premier qui a 1/10 d'avance et on voit l'image par image, de voir comment il a pris un peu d'avance. Peut-être qu'il n'a pas pris tout à fait la même courbe. Et puis surtout, on voit, surtout en ski, des images spectaculaires. Là, les 2 skis décollés, bon, encore c'est du slalom géant, mais à la descente, il y a des sauts absolument fabuleux. Vous avez l'air ébahi. Quand vous parlez des 2 skis qui décollent... Non, mais c'est des performances qui sont à la limite de décrochage en permanence. Mais ce qui est fou, c'est que... Cédric Lapiche, vous soulignez le fait que quand on va s'adapter à un sport en particulier, on va s'adapter à la technique, mais jusqu'où on a modelé aussi les corps ou les sports. Comment le sport s'est-il adapté aussi à l'écran? C'est-à-dire qu'on adapte nos techniques, vous allez poser votre caméra d'une certaine manière, s'il s'agit d'un saut à la perche ou d'un match de foot. Mais jusqu'où le foot, ou jusqu'où l'athlétisme, jusqu'où le tennis, en fait, ce sont des sports qui se sont peut-être transformés parce que la caméra a fait que ça n'était plus la même chose. C'est-à-dire qu'on ne joue pas au foot de la même manière dans les années 60 que maintenant. Et jusqu'où, en fait, l'insertion d'une caméra, le fait qu'une caméra soit posée, a changé aussi la manière de jouer ou de montrer son corps. Donc, il y a deux réponses. La première, vous avez donné l'exemple de l'escrime. Ça, il est vraiment très illustratif.
l'escrime, à un moment donné, était en passe de disparaître des Jeux Olympiques d'été. D'abord parce qu'il n'y avait pas assez de pays concernés, parce qu'il y a des règles, il faut au moins 40 pays, au moins sur 3 continents. L'escrime, c'est à part les Européens. Bon, heureusement, il y a les Chinois et les Américains, c'est un peu amélioré les choses. Et en même temps, ils avaient un diktat du Comité international olympique en disant améliorer la mise en scène des images. Ce qui fait qu'ils ont rajouté les fameuses touches, on peut suivre les touches. Et en même temps, à un moment donné, ils avaient même imaginé, pour qu'on puisse voir les visages des athlètes, des casques transparents. En fibre. Ça, ils l'ont abandonné, ils sont revenus aussi parce que c'était assez dangereux aussi. Enfin, ils se sont aperçus qu'il y avait des problèmes. Mais on voit bien que l'image aussi conditionne l'évolution technique des sports. Et pour en venir au foot, ça change la technique, parce que là, je vais être un peu méchant. Il y a certains joueurs qui a fait, par exemple, la gloire de Zidane. C'était des loupes et des ralentis sur certains de ses gestes techniques. Quand il fait ses fameux râteaux, ses roulettes, enfin, il y a des mots absolument magiques et techniques. C'est absolument. Et il y a des joueurs qui, pour passer la télé et savent que ça va passer en boucle, sont plus intéressés par leur geste technique que l'intérêt tactique de l'équipe. Ce qui, d'ailleurs, à mon avis, pour les entraîneurs, doit leur poser quelques soucis là-dessus. Et c'est sûr que l'image peut transformer certains sports. Cédric Lapiche, vous aviez envie de réagir sur la manière dont le sport pourrait aussi lui-même se remodeler parce que la caméra est présente. Oui, c'est vraiment l'histoire du sport contemporain. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Et sur le foot, c'est très sensible. C'est-à-dire que le foot est lié au fait que c'est devenu une espèce de spectacle mondial très fort. Du coup, il y a des phénomènes, enfin, le prix des joueurs de foot, et encore, enfin, on est en plein dedans avec le PSG, Neymar, des sommes qui sont astronomiques, et où tout est fait autour du spectacle. C'est-à-dire que le sport est mis en scène autour du spectacle et autour du fait que c'est un spectacle majeur. Donc forcément, vous avez raison de dire que les gestes techniques, etc., deviennent des espèces d'éléments de spectacle, en fait. Et donc sur la façon de jouer au foot, actuellement, le côté spectaculaire est très plébiscité, quoi. Donc on va vers ça. C'est-à-dire qu'on a envie que ce soit un spectacle. Et c'est vrai qu'on parlait de storytelling tout à l'heure, et le côté imprévisible, c'est ce qui plaît aux gens, c'est que quand on regarde un match de foot, on ne sait pas qui va gagner. Et il y a quelque chose qui se joue, qui est comme une pièce de théâtre, où il y a quelque chose de dramaturgique. Voilà, il y a des forces en présence, et on essaye de se dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Et finalement, les gens sont clients de cette incertitude-là, quoi. Alors on va regarder un autre extrait, c'est l'extrait 4. On retrouve Jean-Claude Killy. ようこそ、キーさん、ようこそ。札幌にお越しになってありがとうございます。私たちも4年前にフランスのグルノーブルでキリーさんが滑降に優勝したり、回転に優勝しましたところをよく見せていただきました。で、4年後の、今日札幌のこの滑降コースですね、作りましたので、そこにお越しいただいて見ていただくこと大変嬉しく思っています。Domo alligato. Je comprends pas très bien ce qu'il veut dire exactement, mais je crois que ce sont les deux responsables de la descente de toutes les montagnes ici de... Oui, c'est ça, la descente masculine et féminine. Alors écoutez, vous allez leur dire qu'on est venu avec une équipe d'information première pour filmer la descente dans ses moindres détails, pour pouvoir la comparer avec celle de Grenoble, avec ceux des Jeux Olympiques précédents. Et j'aimerais qu'ils nous donnent l'autorisation d'abord de le faire, et qu'ensuite ils nous accompagnent pour qu'ils me montrent vraiment tout ce qu'il y a de très bien dans le coin. Oui. Alors vous leur demandez s'ils peuvent skier ce matin avec nous, et ensuite nous la filmerons dans tous ces détails. Oui. D'accord? Oui. D'accord. Merci. Okay. Comment c'est? Ça y est les gars, j'ai pu tout voir. Mais malgré tout, le haut est
très pentu. Parce que c'est vraiment une piste extraordinaire. C'est dur, comment c'est? Le problème, c'est que comme ça, seulement une semaine, les Jeux Olympiques sont encore en train de travailler. Il y a des militaires un peu partout et il y a beaucoup de blocs de glace, beaucoup de caniveaux, des trucs comme ça. Par rapport à celle de Grenoble, comment tu la trouves? Eh bien, c'est amusant parce qu'en montant en téléphérique, on ne se rend pas compte, mais c'est une piste qui fait 2 km 600, donc très longue. Et ça n'a pas l'air, on voit le départ d'ici. Hein. Oui, alors il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a un très très long plat, il y a un départ très acrobatique. Tu vois, genre plateforme à lançoire, quoi. Et puis ils ont fait des bosses artificielles qui sont juste avant le plat, où il y a vraiment des très très longs sauts à faire, où il y a du temps à gagner ou à perdre éventuellement si tu passes très mal. Il y a le chose d'arrivée là qui est très spectaculaire parce qu'il est. Il a l'air dur. Ils ont mis une bosse en plus à l'arrivée là. Ils ont mis une bosse à l'arrivée, puis c'est en dévers. Donc il va pas falloir faire d'erreur de ligne, il faudra exactement être au milieu, je crois, à mon avis. Les meilleurs skieurs vont passer au milieu. Et la piste est la neige est très très humide. C'est amusant, c'est parce qu'on est sur une île. Oui. Donc c'était un reportage qui date de 1972, donc juste avant juste avant les JO d'hiver à Sapporo. Et on a à la fois une intimité avec Jean-Claude Killy qui donne ses impressions sur la piste. C'est-à-dire qu'on a même l'impression au début que la caméra est embarquée avec lui et qu'on le voit, on est en train de skier avec lui. Et en même temps, il y a une sorte de mise en scène qui est assez frappante. C'est-à-dire qu'il rencontre les organisateurs japonais, dit qu'il comprend rien et il dit on va faire ça. Bon, voilà, mais bon, de toute façon, en fait, il leur explique même pas. Ils ont l'air un peu pris au piège. En même temps, on voit bien qu'ils jouent quelque chose. On retrouve précisément à la fois le spectacle et en même temps une sorte d'intimité qu'on n'a pas avec les épreuves typiques de sport. On n'a que des discours assez finalement polissés et puis des épreuves assez millimétrées. Là, c'est tout autre chose qu'on a livré dans ce reportage. Vous la connaissiez cette archive? C'est moi qui l'ai trouvée. Hein. C'est une surprise et c'est très intéressant. Quand on en parlait tout à l'heure, on voit que le souci de la mise en scène, parce qu'il travaille aussi une équipe de télévision pour savoir comment où on va les prendre. On voit qu'il y a des recherches d'images. On en parlait tout à l'heure de la bosse et on voit qu'il décolle. Donc ça peut être un élément intéressant. Et puis des renseignements sur la topographie, qui peuvent être des éléments pour le commentateur qui peuvent être intéressants. Donc on voit qu'il y a une recherche quand même de mise en scène qui est très d'avant-garde. Il faut dire que Jean-Claude Killy, là-dessus, dans le domaine du sport, il a été très, très rapidement... Parce que les années 60, c'est une bascule dans le monde professionnel. Et on sent là, Jean-Claude Killy, c'est le professionnel, le futur manager de consultant dans le domaine du sport, enfin, la mise en scène, le côté spectacle. Et c'est pour ça que cette archive est très intéressante, parce qu'on voit que là, ce qu'on disait tout à l'heure sur les storytelling, la mise en scène, on y est là. Et c'est Jean-Claude Killy. Mais par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un côté encore un discours d'amateur. Mais on le voit d'ailleurs, et juste après dans le reportage, en fait, on le voit déjeuner avec les organisateurs japonais. Ils boivent, ils mangent. Enfin, c'est pas du tout la représentation du sportif qu'on a maintenant, qui est dans l'ascétisme total. Vous, qu'est-ce qui vous a frappé dans ces images, Cédric Lapiche ? Il y a effectivement le fait que, il y a une tentative de mettre la caméra sur la tête de Killy, de voir qu'est-ce qui se passe, en fait que le spectateur vive ce que le sportif vit, et donc du coup de voir la piste telle que le sportif va la vivre et d'en avoir un commentaire et d'avoir un récit intime, parce que c'est ça aussi, je pense que on n'a pas parlé de ça, mais quand on parlait du plaisir du sport, il y a l'identification, c'est-à-dire que quand on voit les Jeux Olympiques, on s'imagine champion du monde, c'est-à-dire qu'on regarde la télé et on se dit et si moi je faisais ça, c'est-à-dire que donc il y a cette identification, elle est très forte, et là je pense que Killy il joue à ça avec le spectateur, il a envie que les gens puissent s'identifier, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans vos documentaires sur la perche et sur Renaud Lavillenie, c'est qu'on a vraiment cette intimité. Alors vous le filmez sur 2 ans, et on a quand même l'impression que vous le suivez tous les jours, parce qu'on le voit chez lui, on le voit le week-end, on le voit à la campagne, on le voit dans un stade, on le voit à Pékin, on le voit échouer, on le voit lutter, on le voit au repos, mais quand il est au repos, en fait, finalement, il continue à s'entraîner. Qu'est-ce que vous avez voulu saisir de cette intimité-là d'un grand sportif ?
En fait, donc moi je fais des films de fiction et des documentaires, et finalement je fais le contraire dans l'un et dans l'autre. C'est-à-dire que très souvent, quand je fais un long métrage, Ce qui nous lie, là, le film que j'ai fait sur le vin, il y a un côté documentaire très fort. C'est sur des gens qui font du vin, donc on voit les vrais vendanges. On voit la saison aussi, les voilà, saisons c'est qui ça. passent. Donc il y a un côté documentaire. Et quand je fais du documentaire, il y a des techniques de fiction que j'essaye de mettre dans le film, parce que voilà, il y a ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire que on a envie de faire participer le spectateur, et donc par exemple les épreuves, c'était vrai dans le film sur Aurélie Dupont ou celui de Lavineni, finalement les problèmes qu'on a quand il était à Pékin et que ça marche pas, ben, finalement ça devient un moment ultra important du film, parce que si on le voit que être champion et réussir tout, en fait il n'y a pas de film, il n'y a rien à raconter. Alors que là on le voit, voilà, c'est un être humain, il a des obstacles, et du coup on se retrouve dans des problèmes de dramaturgie et de fiction. Donc on raconte une histoire avec quelqu'un qui essaye d'avoir un objectif, un but, et puis qui a plein d'obstacles sur son chemin. Et puis il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que l'archive qu'on vient de voir, finalement, c'est un moment de préparation, c'est un moment de ressenti et d'intimité avec Kili. Mais ce qu'on voit aussi avec Lavineni, c'est tous ces moments d'ennui, c'est-à-dire que d'ennui et de répétition, et où lui-même dit, moi je suis un champion, mais je me sens plus un mec normal. Et c'est vrai qu'on le voit, il est normal, et que finalement on n'aimerait pas forcément qu'on nous filme tous les jours faire les mêmes choses, parce que lui il saute à 6 mètres, mais pour lui c'est comme s'il achetait du pain, faut le dire. Il y a quand même quelque chose d'assez normal pour lui, et à filmer, je me demande comment en fait on filme quelque chose qui est aussi répétitif, tout en se disant qu'en fait il va peut-être y avoir un enjeu. En fait, vous n'êtes pas tendu vers le record, mais il y a quand même toujours ça qui en fond. Non, bien sûr, c'est le problème, je dirais, de tous les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a un côté répétitif, et il y a un côté... les nageurs racontent beaucoup de ça, parce qu'il faut nager des kilomètres tous les jours dans une piscine avec quelque chose qui peut être assez rébarbatif. Et je pense que tous les grands nageurs, à chaque fois, ils sont assez contents d'arrêter, parce qu'ils se disent, voilà, je vais pouvoir faire autre chose, quoi. Et je pense qu'il y a aussi une espèce de moment salvateur quand ils arrêtent. En même temps, ils sont obligés d'avoir quelque chose de très obnubilé pour avoir un résultat. Oui, très obsessionnel, d'ailleurs. Très obsessionnel, ouais, mais Laure Manodou en parlait. C'est-à-dire qu'elle, elle est devenue star très très vite, puis finalement elle a arrêté très très vite, et puis elle disait, voilà, moi, elle s'expliquait devant les caméras en disant, j'ai besoin d'arrêter, parce que c'est dur, quoi, c'est trop dur, ce côté répétitif est trop dur. Mais il y a quelque chose qui est un peu inaccessible. Est-ce que dans la manière dont on a voulu rendre le sport, est-ce qu'on a aussi voulu donner à atteindre, puisque le côté identification joue énormément, à atteindre une forme d'intimité avec les sportifs, ou est-ce que finalement on échoue toujours à le faire, parce qu'en fait c'est toujours l'épreuve qui va compter, et pas les moments de préparation, parfois on essaye d'avoir des coulisses, des moments dans les vestiaires, l'après-match et tout, mais finalement ces moments-là, ils nous apprennent, ils sont peu visibles, peu donnés à voir. Non, je pense qu'il y a deux choses pour répondre à ça. Le côté de l'émotion restera toujours. On y reviendra dans les images suivantes. Ça fait partie de la mise en scène du sport, même de côté des fois de la défaite pour mieux, comment dirais-je, ressurgir, la victoire, enfin de jouer sur les deux. Tous les sportifs vivent ça. Et des fois, on apprend plus des fois de la défaite pour essayer de se transcender pour la victoire. Mais en même temps, ce qu'il faut observer, et là c'est pour ça que votre image d'archive, je la trouve très intéressante, parce que dans les années 60, c'est vraiment une bascule. On est encore dans un statut amateur, même si déjà ça demandait de l'entraînement, des répétitions. Ça c'est inhérent à la pratique sportive d'un certain niveau, on va dire, niveau international. Mais à partir des années 60, ça atteint un tel niveau. Et il faut se dire que dans chaque épreuve, il y en a 50, ils se valent, ils ne sont pas très loin, et c'est le travail supplémentaire, le travail méticuleux, la recherche du micro-détail qui va faire la différence. Donc ils sont à l'affût de ça, et c'est une ascèse, et ça demande des heures et des heures. Et là, sont des professionnels. Là. Mais en fait, la question, c'est aussi l'envers de l'image, l'envers de ce qu'on voit en termes de matchs, d'épreuves, de records, de performances. On adore, en fait, dans ce côté incertitude, on adore être au spectacle et voir quelqu'un échouer. C'est-à-dire qu'en même temps, quelqu'un être triste, ou en même temps, ou alors quelqu'un gagner. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de plaisir
un petit peu parfois coupable à regarder son équipe gagner et en même temps l'autre équipe échouer. On a du plaisir à la défaite de l'autre. Je ne sais pas si c'est du plaisir, mais ça fait du spectacle en tout cas. C'est vrai que l'année dernière, quand il y a eu le fameux match entre Barcelone et le PSG et qu'ils ont gagné 6-1, je crois, et que c'était un match impossible, c'était improbable. Donc ça ne fabrique pas du plaisir, pour en tout cas les Parisiens, mais ça fabrique une espèce de drame qui est monumental et qui est du vrai spectacle, quoi. Et quand on arrive à voir l'envers un petit peu du décor avec un Kili qui raconte, finalement, parce qu'en plus à Sapporo, il va remporter aucune médaille, il me semble. Donc finalement, on a là Kili qui dit voilà, elle est comme ça. Bon, attention, les boss peuvent rapporter des points, mais pas si on les rate. Et tout cet envers du décor, ou ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez fait, Cédric Lapiche avec Renaud Lavillenie, c'est finalement des choses qu'on voit très peu. C'est-à-dire que tout cet envers du décor, le drame, l'incertitude, est finalement très codifié. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a des petits reportages de temps en temps, de forme court-métrage, soit sur Stade 2 ou d'autres chaînes, qui expliquent ça. Et la minutie qui est déjà apportée par Kili, qui est déjà un degré de recherche du détail, qui est déjà important, et est encore plus forte. Parce qu'aujourd'hui, il y aura avant les entraîneurs qui seront allés devant, il y aura même des chimistes qui vont mesurer la température de la neige pour calculer le fartage. Ils ont des oreillettes, ils ont aussi des camarades de la même équipe qui les renseignent. Ils disent attention, là c'est piégeux, là je l'ai pris, et il y a un dévers, attention, c'est un peu trop vite. Donc, donc, on a aujourd'hui quand même des reportages qui nous montrent tout ce travail qui est fait autour. Ça ne sera pas en direct, ça serait beaucoup trop long, mais qui peuvent accompagner justement la compréhension de tous ces phénomènes. Et il y a des émissions qui nous expliquent ça, cette mise en fait, ce qui est derrière, en fait, ce qu'on appellerait à la limite tout ce qui se passe derrière la performance. Voilà, tout à fait. Donc, on a quand même des éléments de compréhension. On va voir un tout autre sport, c'est l'extrait 2. Cédric Lapiche, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous raconter ce moment? C'est un extrait de votre documentaire, L'espace d'un instant. Ouais, c'est dans un spectacle de Angelin près le Jocage qui s'appelle Le Parc. C'est le moment, disons, phare, ça s'appelle le baiser volant, vous comprenez pourquoi. Alors là, par rapport, si je fais une espèce de transition par rapport à ce dont on a parlé, parce que là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que, c'est vrai que la danse est une espèce de limite du sport. En même temps, eux se considèrent comme des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire que les danseurs étoiles ont la vie des sportifs de haut niveau, ils ont la même vie avec une régularité, avec ils font 8 heures de danse chaque jour, donc il y a un rapport au corps qui est exactement le même.
et avec une recherche esthétique qui peut se retrouver dans le patinage artistique, dans des matières comme ça où il y a justement des notes artistiques, mais là, on n'est pas noté, et il n'y a pas de performance, il y a juste le fait de faire des spectacles. Là, ce qui était particulier, moi, pour mettre en scène ça, c'est de savoir... Enfin, ça pose beaucoup de problèmes de mise en scène, de savoir est-ce que je fais ça en plan séquence, est-ce que je laisse vivre le mouvement, ou est-ce qu'il y a déjà une forme de mise en scène, en fait. Ah, bien sûr, donc, ouais. Vous devez redoubler une autre mise en scène, mettre en valeur une autre mise en scène déjà présente. Et là, il y a la question du montage qui se pose, parce que moi, je sais que dans ce que je n'aime pas dans la danse filmée, c'est quand c'est très monté, parce que très souvent, la capacité de retranscrire du mouvement au cinéma, il y a plusieurs choses. Il y a les mouvements dans le cadre, et puis il y a les mouvements donnés par le montage. Et en fait, très souvent, un film est l'association de ces deux façons de mettre en scène le mouvement. Là, le but, c'est vraiment de mettre en valeur le spectacle qui existe et la danse, et les mouvements des danseurs. Et il y a des petites idées, c'est-à-dire qu'on est très proche d'eux juste avant qu'ils commencent à tourner. Il y a vraiment une espèce de rapport d'intimité où moi j'avais envie de voir les visages au moment où elle l'embrasse notamment. Et puis ensuite, il faut s'éloigner petit à petit jusqu'à ce que il y a une espèce de zoom arrière au moment où il y a l'entraînement et où il l'entraîne. Et donc voilà, ça c'est fait pour mettre en valeur le mouvement. Mais il y a une phrase dans Angelin Près-le-Jocage qui les faisait répéter cette chorégraphie, que j'ai trouvé magnifique, je vous le dis, parce que vraiment c'est tellement à la base de ce qui a été filmé. Au début, Manuel Legris, qui est donc le danseur, il y avait quelque chose d'assez pénible dans... je ne sais pas si vous avez vu, mais il se cambre et il la tient vraiment avec le dos, quoi. Et il commence à tourner, et Angelin Près-le-Jocage, plusieurs fois, lui dit « Écoute, tu n'y arrives pas très bien, et je pense que c'est parce que tu essayes de la faire tourner alors qu'il faut que ce soit elle qui t'entraîne. » Et l'indication chorégraphique, donc du chorégraphe, pour dire c'est pas toi qui l'as fait tourner, c'est elle qui t'entraîne, je trouvais ça magnifique, parce que pour moi c'est la définition de ce que c'est la chorégraphie. C'est-à-dire que juste par une indication de jeu, il y a le mouvement qui n'est pas le même, en fait. Et de ce que vous êtes aussi appliqué quand vous avez décidé de filmer, en vous disant je me laisse entraîner par le mouvement, ou je me laisse entraîner par Aurélie Dupont, plus que je ne décide d'intervenir avec la caméra. Certainement, ça a à voir. Oui, c'est vrai que le côté trop volontaire de vouloir, moi, mettre en scène quelque chose, il y avait quelque chose où d'une certaine façon, ça ne veut pas dire être passif, mais ça veut dire se laisser entraîner. Ouais. Dans l'histoire des représentations du corps et des sports, en quoi la danse se distingue des autres sports, à la fois collectifs, olympiques, individuels, de performance ou autres ? Justement, c'est le terme performance qui est intéressant, parce qu'il y a les deux sens du mot performance. Au théâtre, on fait une performance, on doit attirer le spectateur. C'est ça l'enjeu du... Et en même temps, dans le sport, la performance fait partie du jeu, mais pas complètement. Et ce qui distingue le sport tel qu'on l'entend de côté artistique de la performance, c'est le côté codification, les fédérations, les compétitions organisées, championnats. C'est pour ça qu'on considère que la danse, par certains aspects, n'est pas un sport. Quoique, il y a de la danse sportive qui est codifiée avec des fédérations, des championnats du monde. Mais on retrouve quand même deux choses sur la performance. Et puis j'aurais tendance aussi à dire un commentaire par rapport à l'extrait qu'on vient de voir, qui, à mon avis, qui est magnifique, c'est qu'il y a une double performance. Il y a la performance, et on le voit bien, le travail, et vous l'avez bien expliqué, des danseurs, mais en même temps, il y a le cinéaste qui a su mettre en image cette performance. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a le mouvement général, et en même temps, de temps en temps, il y a des gros plans, et on voit le travail, les émotions, les passions qui sont entre les deux, et ça, c'est hyper bien retranscrit, et le spectateur, par l'image, le cinéma, est engagé encore plus. Parce que moi, souvent, quand je vais voir ça m'arrive d'aller voir de la danse ou au théâtre, des fois, on est frustré parce qu'on ne voit pas toujours le visage ou les personnes. Alors que le cinéaste, justement, par des gros plans, ou même si vous n'aimez pas trop ça, mais permet de voir certaines choses que le spectateur ne voit pas forcément. On voit quand même, on est subjugué, on ne serait pas là. Il y a le mouvement, il y a d'autres choses. Mais là, en plus, il y a une combinaison. C'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments qui viennent se surajouter. Il y a la performance, à mon avis, de celui qui prend les images et la performance des danseurs. Donc je dis bravo l'artiste. On va voir les images numéro 4. Ce sont des images que vous avez choisies, Jean-Michel Peter,
donc là, on a eu un extrait de manière de filmer la danse, et là, on voit des artistes qui posent aussi un regard sur le sport et en dégagent peut-être toute l'esthétique ou esthétisent aussi des mouvements, des postures sportives. Alors, tout à fait. Il faut que vous nous expliquiez quelles sont ces 3 images. Comment les artistes, effectivement, ne peuvent être qu'attirés par les sportifs, et ça les inspire. Alors, je vais commencer par la peinture de gauche, qui est un peintre qui s'appelle Vladimir Vlekovitch, qui avait fait d'ailleurs l'affiche pour Roland Garros, que tous les ans, Roland Garros invite un artiste pour faire l'affiche. Il avait fait l'affiche de 1983. Là, c'est une œuvre qu'il a faite un peu plus tard, 1992. Et il essaye comment il comprend le mouvement du sportif. Et je trouve encore ce tableau encore plus intéressant par rapport à la thématique. C'est que vous pouvez voir en haut à gauche une petite incrustation, c'est les images de Muybridge, qui avait pris de l'image par image, comme Marais tout à l'heure, d'un joueur de tennis qui servait. Et donc, on voit bien qu'il est intéressé par l'image, la description du mouvement. Et en même temps, et l'artiste le comprend, qu'il fait, il fait le mouvement de bras du joueur de tennis avec une précision qui rejoint presque celle de Léonard de Vinci, mais on sent qu'il arrive à cette précision parce qu'il a pu le décrypter grâce à l'image. Donc, il y a un peu comment dirais-je, le double travail d'un travail pictural lié à l'image et en même temps comment il retranscrit dans ce tableau. Et ce tableau il est de toute beauté, il est au musée de Roland-Garros, il est magnifique. On ne voit pas les couleurs, il est en couleur, il est superbe. Et puis en même temps, comment les sportifs peuvent inspirer aussi des mises en scène de photographes. Si on voit bien la couleur, non, il est magnifique ce tableau. Et en haut à gauche, c'est Laura Flessel, notre ministre actuelle des Sports. Et comment le photographe l'a mis en scène. Toujours pareil, d'ailleurs, en référence aux analyses d'images, on voit un peu le côté le geste qui est décrypté, parce que lui, il est sur une image fixe, mais en même temps, il veut donner du mouvement. D'ailleurs, il y arrive, en même temps, le côté un petit peu flouté de Marais qui est derrière, et en même temps, avec une mise en scène, avec cette lampe et tout. Enfin, moi, je trouve que... Et en même temps, ceux qui connaissaient Laura Flessel, on l'appelait la guêpe à l'époque, c'était un vrai bonheur de l'avoir sur une piste d'escrime. Et là, je trouve que le photographe a su le rendre. Alors, il est clair que c'était en référence avec les Jeux d'hiver. Là, c'est ceux qui reconnaissent Lindsey Vonn. Et effectivement, non seulement elle a encore gagné Garmisch-Partenkirchen la semaine dernière en descente, une très grande chance de médaille d'or là au jeu. Championne de ski qui est en train de battre des records. Elle va atteindre, en termes de victoire en descente, le record de Stenmark. Et en même temps, le photographe l'a prise dans cette position, je trouve. Et en même temps, elle est dans son ski. Et en même temps, il y a cette image qui est assez étonnante. Même s'il joue, je vous l'avoue, un peu sur la plastique aussi. C'est une championne qui est absolument magnifique. Mais en même temps, en dehors de ça... Même un petit peu sur le ridicule. Peut-être. On est à la limite du ridicule. On est en tout cas à la limite de... C'est-à-dire que Laura Flessel, pas du tout. On dirait même une peinture tout à fait classique. Je suis d'accord avec vous. Cette photo, c'est-à-dire qu'on se rend compte aussi que essentialiser les sportifs dans une posture en particulier, mais sans le contexte et sans les outils, sans les skis, sans tous les vêtements, tout ce qui va avec, finalement les ramène même à une sorte de nudité un peu absurde. On n'en est pas loin, je vous rejoins. Et je pense que le photographe qui a fait le travail sur Laura Flessel a réussi à rendre beaucoup plus de choses sur la sportive, sur le rendu et la beauté de ce sport, alors que pour Lindsey Vonn, on est à la limite, si j'étais un peu dur, ça peut être Marie-Claire ou elle. On voit bien qu'il y a une mise en scène... Quoique, il y a des très belles photos aussi, dans Marie-Claire. Il y a des très beaux photographes. Moi, je trouve qu'on voit moins finalement la sportive que la posture sportive. Et que, moi, j'ai même l'impression qu'il y a une sorte de critique de, finalement, qu'est-ce que vous regardez quand vous regardez du sport? Mais vous regardez des gens qui sont dans cette position-là pendant plusieurs minutes. Tout à fait. Finalement, en fait, ça questionne véritablement, il me semble, le sens même du regard. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde un corps qui est dans une position qui pourrait paraître absurde dans un autre contexte.
C'est vrai. Oui, il y a une fois, je parlais avec un philosophe, il me disait, je ne comprends pas les gens qui regardent des gens en short courir sur du gazon. Mais voilà, ça ramenait à des purs attributs. Oui, alors c'est vrai que lui, quand il voit un match de foot, il voyait ça, et ça m'a fait rire cette réflexion, parce qu'il a raison, mais on peut voir beaucoup de choses quand même. Ouais. On va voir un autre extrait que j'ai choisi. C'est l'extrait numéro 5. On va voir justement aussi une manière d'esthétiser le sport, puisqu'on est encore dans l'idée du regard posé par l'art sur les sportifs, par les artistes sur les sportifs, et inversement. C'était un extrait des Dieux du stade, bon, à ne pas confondre avec les calendriers qui se sont inspirés, qui ont repris ce titre-là. C'est le film de Leni Riefenstahl qui date de 1938, mais qui a été tourné pendant les JO de Berlin en 1936. Alors c'est le prologue de ce film qui dure plusieurs heures et qui a eu beaucoup de montage, qui a été d'ailleurs retourné, dont certaines épreuves ont été retournées par la suite. Et ce qu'on y voit, pour le coup, c'est vraiment cette esthétisation dont on parlait du corps, mais même cette sorte de mythification. Alors, elle partait des dieux grecs, et là, on arrive jusqu'aux sportifs qui seraient une sorte de nouveaux héros. Jean-Michel Peter. Ah, tout à fait. Là, il y a des références très nettes. En même temps, il y a un double discours, parce que... il ne faut pas oublier l'époque dans laquelle ça a été fait, le but dans lequel ça a été filmé. Il y a une référence, on a des Jeux Olympiques, il y a une référence d'ailleurs aux conceptions de Coubertin, qui voulait revenir, il y avait un aspect revenir aux sources hellénistiques, et donc de revenir à l'origine. Le corps nu, ça fait partie de la beauté, le geste qu'on retrouve d'ailleurs dans les sculptures, rechercher le mouvement parfait, même en termes même des corps. Les corps doivent être parfaits, doivent être sculptés, doivent être modelés selon une image parfaite. Donc il y a ces références aux dieux grecs qui est très forte. Et en même temps, et c'est vrai que Leni Riefenstahl, dans la mise en scène et l'image, c'est magnifique. D'autant plus qu'elle a inventé, on en parlait tout à l'heure, des procédés cinématographiques. Elle a inventé pour le besoin de la cause, notamment, les premiers travelling. En tout cas pour le sport. Pour le sport, pour suivre les contre-plongées. Les contre-plongées, les coureurs. Mais en même temps, derrière ça, il y a une idéologie, parce que c'était quand même à la gloire du régime fasciste nazi. Et d'ailleurs, on lui a reproché à Leni Riefenstahl, et c'est pour ça qu'ils ont enlevé notamment certains extraits de ce film, qui était vraiment une référence à rechercher la pureté de la race aryenne, hellène, du beau corps, de la pureté. D'ailleurs, dans ce prologue, il n'y a que des blancs, il n'y a pas de noirs. Alors, heureusement, Jess Owens gagne 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques et montre que, effectivement, la race blanche a certaines limites. Mais en même temps, derrière, c'est une œuvre qui était très décriée, même Leni Riefenstahl. Il y a une idéologie derrière, c'est clair,
mais en même temps, elle met en image le corps et le sport de manière absolument, niveau artistique, enfin, moi je trouve c'est assez beau ce qu'elle a fait. C'est que par rapport à ce que vous avez filmé, par exemple, d'Aurélie Dupont, du parc, c'est-à-dire que la danse implique déjà une forme d'esthétique, de grâce, de beauté du geste, et on peut trouver par exemple qu'un saut à la perche est un geste magnifique, mais on peut aussi trouver parfois, quand on regarde un match de foot ou des échanges de balles au tennis, on n'arrive pas forcément à saisir la beauté du geste si on n'est pas susceptible de la saisir ou de connaître la performance qui est en jeu. Alors que là, elle nous montre tout de suite que lancer le disque, courir, c'est déjà en tant que tel, le mouvement humain est déjà en tant que tel une œuvre d'art possible, ou en tout cas quelque chose de beau et d'esthétique. Oui, bah c'est son but, en tout cas, c'est d'aller vers l'esthétique. Et on voit bien à quel point, là, elle fabrique de la danse. Par exemple, quand il y a celui qui a le poids et qu'il y a un moment, enfin, voilà, c'est pour faire du montage, c'est pour faire elle fabrique une chorégraphie, quoi. Donc, on est là, à l'opposé, on est loin du sport et on est presque plus du côté de la chorégraphie. Donc, non, et puis c'est vrai que les références, parce qu'elle date d'il y a longtemps. Là, il y a une claire référence. Le début avec le disco ball, on connaît tous la statue. Il y a les dessins sur les vases grecs sont des références historiques fortes. Quand un peintre décrit quelqu'un qui court, quelqu'un qui lance quelque chose, on ne prend pas le geste quand il est comme ça. On prend le geste quand il est dans son dynamisme. Donc l'image arrêtée aussi a des espèces de, non pas de code, mais en tout cas voilà, sur les vases grecs, quand on voit des athlètes en train de courir, ils ont toujours cette position avec la jambe en avant pliée et c'est au milieu du saut, disons. Et là, elle se réfère à ça, clairement. Elle prend référence sur et la statuaire et les vases. Et oui, enfin, c'est ce que vous disiez sur les références hellénistiques, c'est important de retrouver ce côté essentiel de comment décrire le mouvement, quoi. Et en même temps, c'est une manière de mythifier ou de faire des sportifs des sortes de nouveaux héros ou de nouveaux dieux. On va voir les images dernières. On va voir deux dernières images que vous avez choisies, Jean-Michel Peter. C'est les images 5. Vous parliez, Cédric Lapie, justement de la manière dont on fixait le mouvement d'un athlète. Alors là, on a une représentation à gauche claire. On est en plein saut, on est en plein mouvement. On a à la fois le dynamisme et en même temps, c'est une image fixe. Et on a l'impression qu'en fait, c'est ça qui hante aussi en fait, nos imaginaires quand on pense à des sportifs. C'est un mouvement qui est à la fois figé, une sorte de mythe, et en même temps en plein dynamisme, qui se travaille, qui se reprend, qui se rejoue. Oui, c'est étrange comment la photo, finalement, est toujours assez cliente du sport, alors qu'a priori, elle ne peut pas représenter le mouvement en entier. Mais il y a l'idée de comment on représente le mouvement justement par une image fixe. Parce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est qu'il y a... là, on se dit, il y a un exploit à accomplir, il est au milieu, et est-ce qu'il va y arriver? Ça crée une espèce de suspense. Et c'est vrai qu'on est client de ce spectacle-là. C'est-à-dire qu'on a envie de voir l'accomplissement de quelque chose. Et c'est vrai que chez les Grecs, il y avait le côté demi-dieu. C'est-à-dire que les gens qui étaient des héros, c'était des demi-dieux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement des dieux, mais ils arrivent à accomplir des exploits que personne n'arrive à accomplir. D'où la place de nos sportifs, peut-être, et oui, des images sportives. Pour revenir sur la notion de héros, il y avait une très belle exposition qui avait été faite à la BNF de Achille à Zidane, de voir comment la notion de... Mais en même temps, la notion d'héros n'a pas la même consonance. Il y a quand même... Alors, il y a toujours ce côté mythique de bâtir des héros. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les sportifs sont des héros. D'ailleurs, quand on fait le classement des Français préférés, des personnages préférés des Français, les sportifs aujourd'hui, depuis un certain temps, sont quand même dans le top 10 ou le top 50. Donc on voit bien qu'avant, à une époque, c'était Pasteur, c'était d'autres personnes, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé, des nouvelles formes de héros. Bon, ça c'est une première chose. En même temps, la plastique, puis quand même comment la photo et les sportifs créent des émotions. Parce que je voudrais revenir sur l'image de Bimone. Je l'ai choisi parce que d'abord, il fait un saut époustouflant à l'époque, 8,90 m. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là. C'est la rangée, là, à peu près, la longueur. Là. Il prend son impulsion avant, il se retrouve de l'autre côté. Et en même temps, c'est bien regarder cette photo. Déjà, on sent qu'il y a
vous le disiez tout de suite, il y a un engagement, on voit qu'il y a quelque chose. Bah, c'est en plein milieu Mais du saut, à la limite, le spectacle, moi je vous invite à regarder ce qui est à côté. Regardez les juges. C'est tellement blasé de voir des gens passer. Ils ne sont même pas rendus compte à ce moment-là qu'ils étaient en train de réaliser un saut prodigieux qui a été battu depuis. Ils ont même les yeux posés, Il y en même regardent le sol. Il y en a qu'une éventuellement, c'est la jeune femme qui est chargée de la marque, la plasticine, pour savoir s'il n'a pas mordu. Elle sent qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, parce qu'elle regarde et dit, mais il va aller où lui? Les autres, ils sont impassibles. Et le temps qu'on réalise qu'il a sauté 8,90 m, c'est qu'après, c'est un truc absolument incroyable. Donc, comme quoi, aussi, les images font passer, on a parlé tout à l'heure, des émotions, de la passion. Et je crois qu'aujourd'hui, en plus, ce qui est encore plus fort et qui est en même temps une donnée principale dans le sport, ce qui fait la différence, c'est la gestion des émotions. Les athlètes font un travail sur eux-mêmes qui est absolument prodigieux. Et en même temps, petit à petit, quand même, les images et la mise en scène, on essaie de s'en imprégner un peu, tout ce travail, de la préparation mentale, de l'état de concentration. Et c'est pour ça que je me suis permis de mettre l'image de Martin Fourcade. Qui là, pour le coup, n'est pas en action. Non, il n'est pas en action, mais en même temps, c'est une épreuve qui est redoutable, parce qu'il faut, le biathlon, arriver à, comment dirais-je, concilier un effort physique qui est violent, et en même temps, quand on est sur le pas de tir, avoir le degré de concentration et de relâchement nécessaire pour arriver à faire son 10 sur 10. Donc ça demande un travail de concentration et de préparation mentale qui est absolument extraordinaire. Et sur cette image, alors qu'on sent qu'il n'est pas encore parti, il est pendant l'action, mais on sent qu'il est déjà dans sa course, il est déjà concentré. Et on voit bien que toutes ces images, et d'ailleurs aujourd'hui dans la mise en scène, on sent qu'il y a tout ce travail. Et les gros plans sur les stigmates, sur le même... Alors, j'aime pas tellement la boxe, mais quand on voit les déformations de visage de boxeurs, avec les gouttes de sueur, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent. Et on voit même les émotions. On voit même des fois des sportifs qui désemparés, ou la joie, ou la peur, ou l'angoisse. Parce qu'on essaie de saisir aussi ce qui se joue. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'intimité, on a parlé aussi du fait qu'on avait du mal à saisir un geste, un mouvement en entier, à moins de le décomposer. Et là, le titre de votre documentaire sur Rolly Dupont s'appelle « L'espace d'un instant ». C'est vraiment ce qui joue. C'est-à-dire que là, par exemple, les juges ne voient même pas ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ça se passe en un instant et on n'arrive pas à saisir. Et heureusement que les images sont là finalement pour qu'on puisse les re-regarder et se dire « Ah, mais c'est ça qui s'est passé finalement, en fait. » Tout le monde était incrédule. Il bat le record de plus de 90 cm. C'est pas possible. Enfin, si. Bon, mais merci à vous deux. On se quitte avec ces deux images et ce record. Merci beaucoup. Et en espérant qu'il y ait des belles images d'ailleurs. Des JO, il faut regarder à partir de vendredi. Donc, de regarder peut-être différemment, c'est-à-dire la mise en scène. Bon, vous avez bien montré que derrière, il y a quand même une construction d'image quand même. Et en même temps, ce que permet la technologie des caméras, du numérique, des ralentis, ils ont quand même des outils fabuleux pour en plus améliorer le spectacle. Et donc, comment ces images sont fabuleuses. Et derrière, ne pas oublier qu'il y a quand même des athlètes qui produisent les images. J'en profite pour dire que la Corée est un vrai pays de cinéma, et donc c'est des fabricants d'images, et donc je suis prêt à parier que ça ne va pas être filmé comme d'habitude. Bon, on va voir alors, et on en reparlera après. Rendez-vous. Merci beaucoup. Juste une annonce. Jean-Michel Peter, vous vouliez juste annoncer une exposition sur les images du sport. Tout à fait. Donc j'ai de la chance aussi. Je vous remercie de m'avoir invité. Et en ce moment, en train de préparer, mais pas tout seul, loin de là, il y a, je sais pas, il y a peut-être des commissaires d'exposition, une très grande exposition qui va avoir lieu à la Villette, à Cité des Sciences, à la fin de l'année. Ça s'appelle corps du sportif. Et derrière, effectivement, il y aura un ou deux vraiment stands dédiés sur l'image, l'histoire de l'image, comment ils ont participé justement à la prise de l'image et même de l'analyse du mouvement, même pour le sportif, dans le côté technique. Donc c'est une très belle exposition qui va avoir lieu fin 2018, début 2019, donc à la Cité des Sciences. Merci beaucoup. Le cyclisme est un sport extraordinaire à filmer aussi, parce que moi-même j'ai fait du vélo pendant 10 ans, et donc il faut filmer la souffrance. Je me souviens encore des images en noir et blanc de Coppi, de Robic, de Bartali dans l'Aubisque,
dans le Tourmalet, dans le Galibier, ce sont des personnages extraordinaires. Entre le vélo et la montagne, enfin, la rocaille, le vent, la neige, la souffrance filmée en gros plan, avec des caméras en 16 mm, avec des voitures décapotables où le caméraman était dessus. Enfin, je ne sais pas comment il filmait, les années 50. Et ça, c'est extraordinaire. Alors que maintenant, par exemple, moi, j'aime beaucoup le vélo. Bon, j'aime beaucoup Armstrong, qui a été... Bon, l'équipe a été très méchante avec Armstrong. Armstrong a eu un cancer. Enfin, il a souffert énormément. Malgré ça, vous pouvez droguer un âne, l'âne n'avancera jamais. C'est évident. Bon. Non, mais c'est vrai, hein. Je sais ce que c'est, que le vélo. Donc pourquoi ne pas parler de ça? Enfin, Monsieur Klapisch, comment filmer la souffrance dans le sport? Bon, par exemple, les plans de la réalisatrice allemande, c'est tout simplement la soviétisation, les contre-plongées du cinéma soviétique, tout simplement. Elle a repris ça, je pense. Peu importe. Bon. Ce sera un petit peu... Donc, pour le vélo, on en a un peu parlé. C'était à l'origine du Tour de France, notamment comment ça a sauvé un journal, l'Auto. Et c'était l'idée de mettre en scène des exploits sportifs. Donc, ils ont mis au point le Tour de France avec des reportages dans les journaux et avec des images. Et c'était les premières formes de photojournalisme. Et le cyclisme est vraiment un acte fondateur en 1903 de la mise en scène du sport. D'autant plus que par la suite, il y a des auteurs prestigieux qui ont participé. Vous avez parlé des Forçats de la route avec Arthur Landon. Il y a Antoine Blondin c'était super, ces articles dans l'Équipe sur le Mont Ventoux qui le met comme le mythe, le Mont Ventoux, l'ogre qui va avaler ses coureurs. C'est vrai que c'est un effort qui est d'une violence inouïe. Et il est clair aussi, on aurait pu, mais on était aussi sur les Jeux d'hiver, donc on nous a demandé un peu de parler un peu de neige. On a évoqué un petit peu quelques sports, mais effectivement, effectivement, on pourrait faire, je pense, un décryptage par sport, parce qu'on a parlé du foot, mais on n'a pas vu d'image. On a parlé du ski, parce qu'effectivement, il y a les JO d'hiver. Pardonnez-nous, on fera quelque chose pour le Tour de France. Mais là, vous avez raison, parce que tous les exemples que vous avez mentionnés, qui étaient dans les années 50-60, ils étaient beaucoup sur les gens et sur les gros plans. Et que je pense que c'était un moment où on allait chercher ça. En ce moment, il y a le délire du drone. Et donc, quand on filme le Tour de France, on filme les paysages. Et je dirais que c'est des marques esthétiques d'une époque. C'est-à-dire qu'en ce moment, on se dit, voilà, les gens, quand ils regardent la télé, ils ont envie de voir la France. Et donc, du coup, on leur montre les champs de blé et les étendues de champs de lavande. C'est-à-dire qu'on essaye de montrer le paysage. Et donc, effectivement, je pense, et c'est lié aussi à l'invention du drone, c'est-à-dire que avant, on filmait d'hélicoptères. C'était pas tout à fait les mêmes choses qu'on filmait en hélicoptère par rapport au drone. Et donc, il y a une technologie qui fait qu'il y a une esthétique différente époque par époque, quoi. Et puis les cyclismes aussi étaient un support d'avant-garde, notamment pour les retransmissions, pour avoir des images du Tourmalet. Donc c'est là les premiers où ils mettaient effectivement les hélicoptères, les retransmissions avec des antennes qui montaient exprès, TDF. Enfin, une mise en scène. Et le cyclisme a été un bon laboratoire de l'image, de la mise en scène. Je reviens sur une chose qu'on a dit, mais qui s'applique à d'autres sports, c'est que quand vous parliez de Renaud Lavillenie qui regarde des films de lui-même en train de sauter, pour essayer presque d'avoir une espèce d'hypnotisme du geste, les plongeurs font ça, les gens qui font du ski acrobatique, là, ils refont le mouvement, ils incorporent le mouvement parce qu'il y a une espèce de mouvement en 3D extrêmement précis. Quand on prend une bosse et qu'il faut faire des figures, il faut répéter dans sa tête de façon vraiment indéfinie le même mouvement. Et donc il y a vraiment une espèce d'impression un peu hypnotique par rapport à un mouvement donné. Et ça, l'image, peut-être c'est l'enjeu pour les cinéastes, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les sports, on considère que ce qui fait la différence aujourd'hui, bon, il y a le travail technique, physique, il y a 40 à 50% de mental. Et un travail, justement, mental, de préparation, psychologie, intériorisation des images, de concentration, qui est absolument fabuleux, qui fait vraiment la différence. Et ça, pour mettre ça en mise en scène, oui, c'est le ce mettre en avant, c'est pas facile. Comment on réussit à saisir ce moment qui regarde, ou alors, moi, j'ai été stupéfaite de voir Lavillenie qui se regarde
en train de sauter avant même de sauter. Et effectivement, en même temps, c'est comme quand on répète quelque chose. Comme quand on répète une pièce où on parlait de performance dans le double sens du terme. Je pense que on ne juge pas à quel point ça modifie complètement le sport. C'est que n'importe quel jeune sportif aujourd'hui qui fait du tennis, qui fait du handball, qui fait du foot, il se filme. Moi, je sais que moi j'ai fait de l'athlétisme jusqu'à 18 ans à peu près. J'ai jamais vu une seule image de moi. C'est vrai que vous en avez pas. Vous en avez non, aucune. j'en ai pas. Il n'y avait pas de vidéo, quoi. Donc, se filmer, c'était compliqué. Et c'est vrai que moi, j'ai vu des gens qui faisaient du saut à la perche là et qui se filmaient. Et donc, avec un iPhone, avec une GoPro. Enfin, il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui. Et tous les gens qui font du sport se connaissent en train de faire ce sport. C'est très, très nouveau, en fait, ça. Sur YouTube, on voit plein d'images de sportifs de haut niveau, mais en même temps aussi d'amateurs qui se sont mis avec analyse du mouvement. Enfin, c'est assez étonnant. Et je rechercherai dans les archives du PUC pour avoir une image. Ah, d'accord, 4,40 m à la perche, quand même. 60. Oui, pour Villani, là, vous avez fait une prise, plusieurs sauts, quoi, parce que votre caméra, qui est splendide, avec ce ralenti, la lumière. Ça c'est juste un panoramique, donc ça, c'est vraiment en panotant. Oui, mais sinon, oui, on a fait plein de prises. Ce jour-là, on était à la campagne, on avait fait exprès de sortir des stades de façon à ce que ce soit plus épuré, comme a fait Leni Riefenstahl. Ouais, c'est le même genre d'idée, c'est de montrer plus de ciel que de stade, quoi. Ouais. Bon, mais merci à tous. On doit rendre la salle. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous le 14 mars 14 mars pour les images du masculin et du féminin. Oui, merci d'être venu par ce grand froid, quand même.